différente entre aujourd'hui et la semaine prochaine. Et bien sûr, je ne vais pas changer ni d'avis. Et si jamais, par bonheur, une idée nouvelle me venait, je vous la dirai aussitôt, bien entendu. Ne vous inquiétez pas. Bon, ce qui ne risque pas de se produire. Bon, je plaisante un peu. Pour entrer dans le vif du sujet, bon, bon, partons, si vous voulez, de cette chose qui maintenant est presque bien répandue, on va dire, sinon totalement dans la société, c'est que la crise du coronavirus ne nous tombe pas dessus inopinément. Hein. C'est quelque chose que les épistémologistes et les épidémiologues, les virologues, je ne sais pas trop comment on dit, prévoyaient depuis un certain temps, parce que la barrière entre les espèces animales et l'espèce humaine, ces barrières-là ont été, sinon supprimées, du moins amoindries, du fait des modes de production qui se sont répandus à l'échelle mondiale, qui ont déforesté, qui ont mis en œuvre une agriculture extrêmement industrialisée à base d'intrants chimiques, qui ont diminué la biodiversité, etc., etc. Et donc, toutes ces maladies qui surviennent maintenant, les scientifiques les appellent des zoonoses, c'est-à-dire des maladies pathogènes qui sont transmises de l'animal à l'homme. Bon, et cette pandémie donc survient dans une situation que on a maintenant l'habitude de caractériser comme la mondialisation néolibérale du capitalisme qui a aboli toutes les frontières à la circulation des capitaux, des marchandises et aussi des humains, et qui ont permis une propagation de la pandémie avec une rapidité et une force que l'on n'avait jamais connue dans l'histoire humaine, même si les pandémies sont quelque chose qui sont revenus souvent dans l'histoire, mais jamais avec cette rapidité et cette violence qui frappe pays riches comme pays pauvres, malheureusement à l'intérieur avec beaucoup plus d'impact sur les plus pauvres que sur les personnes les plus à l'abri, évidemment. Bon, voilà, donc ça c'est le contexte. Alors, donc, Dominique nous invite à dire comment on voit les choses. Très rapidement, je dirais que on a une conjonction aujourd'hui de contradictions à la fois sociales et écologiques. Et ça, c'est peut-être inédit dans l'histoire humaine. C'est-à-dire des contradictions sociales telles que Marx les avait décrites et analysées avec qui suit la conférence. Une force critique extraordinaire il y a plus d'un siècle et demi. Et qui se combinent aujourd'hui avec des contradictions écologiques totalement nouvelles, en tout cas dans la deuxième partie du XXe siècle, et qui, combinées ensemble, montrent les limites auxquelles touche peut-être l'accumulation du capital. Et je donne deux faits qui se renforcent mutuellement. Bon, d'abord, depuis maintenant 15, 20 ans, selon certains pays, parfois 25 ans, 30 ans, depuis le cœur de la période néolibérale, donc, la productivité du travail progresse beaucoup, beaucoup moins vite qu'auparavant, en dépit de l'extraordinaire profusion des nouvelles techniques, de l'intelligence artificielle, de la robotisation, de l'informatisation dans toutes les entreprises et même dans tous les ménages. Malgré cela, la productivité du travail, en moyenne, n'augmente pas beaucoup. Et dans le meilleur des cas, les statistiques dont nous pouvons disposer font état d'une progression de la productivité du travail de pas plus de 1% en moyenne dans le monde aujourd'hui. Et cette pente de la décroissance de la croissance de la productivité, comprenez-moi bien, la productivité du travail ne diminue pas, mais c'est sa progression qui diminue. Mais comme on sait que la productivité du travail est toujours en dernière instance, qui est toujours la source de la rentabilité du capital dans un rapport de force social donné, eh bien, on comprend que la marche en avant infinie de l'accumulation du capital puisse être ralentie, voire connaître des difficultés importantes aujourd'hui, d'où la fuite en avant dans la financiarisation de l'économie, mais qui ne peut consister qu'en un palliatif très temporaire. Et régulièrement, donc, vous avez donc un clash financier qui se produit, qui vient ramener un petit peu les cours des titres financiers à un niveau beaucoup plus en rapport avec la rentabilité tirée du système productif réel.
Ça, c'est le premier point. Et s'ajoute là-dessus, donc cette difficulté de produire une progression de la productivité du travail suffisamment élevée pour fournir une rentabilité elle-même élevée, s'ajoute le mur des matières premières, le mur oui, des matières premières, c'est-à-dire les limites de la planète, qui fait que, il y a certaines ressources qui commencent à se raréfier ou à être carrément détruites, la biodiversité s'amenuise et la conjonction de ces deux phénomènes, productivité du travail qui se ralentit et limites écologiques de la planète, font que je pense qu'on est dans une crise systémique du capitalisme et que on ne peut pas comprendre les contradictions dans lesquelles sont empêtrés tous les gouvernements qui s'obstinent à poursuivre des politiques d'austérité sans les relier justement à cette analyse globale. Alors, pour ne pas être trop long dans cette introduction, quelle piste? Alors, dans le livre là, que Dominique a cité, Le trou noir du capitalisme, je m'inspire dans un avertissement extrêmement prémonitoire qu'avait lancé l'anthropologue Karl Polanyi au milieu du XXe siècle, qui avait dit si tout est marchandisé, la terre, le travail et la monnaie, alors ça n'est fini de la société. C'est la mort de la société. Et donc, je reprends cette prémonition, en quelque sorte, pour renforcer déjà les avertissements de Marx au XIXe siècle sur la marchandisation générale de l'humanité et du monde. Je reprends ces trois thèmes pour faire, dans une sorte de triptyque, pour dessiner les pistes d'une bifurcation très, très forte, très, très grande, réhabiliter le travail, instituer les biens communs et socialiser la monnaie. Alors, réhabiliter le travail, qu'est-ce que ça veut dire? C'est après un demi-siècle presque maintenant de politique antisociale visant à ne plus faire suivre les salaires de la productivité, laisser filer le chômage, détruire les droits sociaux, la protection sociale, les retraites, la santé, etc., etc. Il s'agit de réhabiliter le travail de façon à lui faire retrouver la place qu'il n'a jamais eue véritablement, mais en tout cas la place qu'il avait perdue lorsque des droits sociaux importants le protégeaient des ravages trop importants que lui impliquait le droit de propriété. Le droit de propriété qui donne au capital le pouvoir de décider des investissements, du type de production, des conditions de travail, des conditions d'emploi, etc., etc. Et donc, la réhabilité du travail consisterait à faire entrer la démocratie dans les structures productives, dans les entreprises et les administrations publiques, de telle sorte que le pouvoir de décider soit séparé de la propriété du capital. Ça, c'est le premier point. Réhabiliter le travail. Le deuxième point, c'est instituer les communs. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que tous les biens publics et tout ce qui a vocation à devenir bien public puisse avoir une gestion commune, c'est-à-dire une gestion véritablement sociale. Alors, il ne s'agit pas de remettre en cause la propriété publique, bien sûr, mais il faut lui donner véritablement un caractère social. Et il y a toute une réflexion aujourd'hui dans l'humanité pour justement forger et donner un contenu et une véritable institutionnalisation de ce qui est aujourd'hui nommé les biens communs. Les biens communs, qui est une notion qui est employée à la fois au singulier et au singulier pour indiquer qu'il s'agit de mettre en œuvre une véritable procédure de gestion démocratique de ce qui doit être maîtrisé par la collectivité et en même temps de diriger les biens communs au pluriel, alors diriger ces biens communs au pluriel en tant que protégés et garantis par l'humanité. Et dernier point, socialiser la monnaie, le dernier point de ce petit triptyque pour dessiner de nouvelles pistes pour bifurquer véritablement de la trajectoire capitaliste actuelle, socialiser la monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il faut faire pratiquement l'inverse, le contraire de ce qui se trame aujourd'hui dans toutes les négociations qui se déroulent à l'échelle de l'Union européenne, notamment dans les conseils des ministres des économies et des finances, au sein de la Banque centrale européenne et au sein de la Commission européenne, qui toutes ces instances imaginent avec une capacité imaginative extraordinaire comment faire en sorte que tous les plans d'aide
dans la période de sinistre que nous connaissons. Et tous les plans de relance qu'il faudra mettre en œuvre pour refaire partir l'économie, toutes ces mesures imaginées consistent à faire en sorte que les États qui vont devoir faire face à ces nouvelles dépenses aillent emprunter sur les marchés financiers. Et donc, socialiser la monnaie, ça veut dire retrouver la maîtrise de la politique monétaire qui a été délaissée, qui a été abandonnée plutôt en Europe depuis l'instauration de la zone euro, de la Banque centrale européenne et de la monnaie unique, retrouver la capacité de créer de la monnaie pour toute la société, que la Banque centrale devienne une institution publique au service de la société. Et donc, vous voyez tout le débat qu'il y a à l'heure actuelle au sujet du financement des dépenses publiques par la Banque centrale. Alors, jusqu'ici, pour faire face à la crise, les banques centrales, et notamment la BCE, avaient été obligées de racheter les dettes publiques sur ce qu'on appelle le marché secondaire, c'est-à-dire les racheter aux banques qui elles-mêmes les avaient achetées en première émission aux États en difficulté. Et donc, le financement direct des dépenses publiques, et notamment des investissements publics, puisqu'il s'agit d'engager une trajectoire économique et sociale qui soit différente de celle que nous connaissions avant la crise, on ne repartirait pas comme avant. Vous voyez la difficulté qu'ont les institutions de l'Union européenne à imaginer autre chose. Et donc, il y a tout un débat maintenant qu'on n'aurait pas osé imaginer il y a quelques mois encore, ou même quelques semaines, sur la possibilité pour les banques centrales de financer les investissements dont la collectivité a besoin pour faire face à la crise dans le présent et puis à moyen et long terme pour transformer la société dans le sens d'une transition écologique et sociale. Et je terminerai en disant que s'il y a quelque chose de bon, enfin, ou de satisfaisant dans la crise que nous traversons, c'est que pour la première fois, on a mis dans le débat public qu'est-ce que c'était que des activités essentielles, qu'est-ce que c'était que des travaux vraiment utiles. Eh bien, on s'aperçoit que les fameux premiers de cordée ne sont pas ceux que le président avait nommés, mais sont plutôt les premiers de corvée, comme l'a, dans un mot très très juste, qualifié la CGT, je ne me rappelle plus trop où, mais il n'y a pas très longtemps, les premiers de corvée, mais ce sont eux qui assurent les travaux les plus essentiels pour la société. Et comme par hasard aussi, il se trouve que ce sont des travaux qui sont souvent, pas toujours, mais souvent effectués sous l'égide des collectivités publiques, l'État, les ministères de l'Éducation, la santé dans les hôpitaux publics, dans les mairies, les services municipaux qui doivent assurer les services au plus près des besoins de la population. Bref, tous ceux qu'on ne cessait dans les médias, dans le discours politique de vilipender, de mépriser même, eh bien, ce sont ceux-là dont on a vu maintenant que c'était eux qui tenaient les rouages essentiels de la société. Et donc, s'il y a une leçon à tirer de cette situation, je dirais que puisque on a découvert, entre guillemets, par miracle, que les travaux essentiels étaient ceux qui permettaient d'éduquer, de soigner, d'acheminer les marchandises absolument essentielles, etc., etc. Mais si ce sont ces travaux-là qui sont les plus utiles, eh bien, c'est dans cette direction qu'il faut agir pour que le monde d'après, comme il est convenu de dire maintenant, ne soit pas comme le monde d'avant. Bon, voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long pour cette introduction. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Pas de parole, pas de problème, Jean-Marie. Donc, Samantha, si tu es d'accord. Voilà, j'ai activé mon micro. Oui, j'y vais, c'est bon? Oui, va, c'est bon. Donc, oui, donc Samantha Fitt, donc moi je suis professeure des écoles et je suis aussi secrétaire départementale, comme l'a dit Dominique, de mon syndicat, le SNUPP-FSU. Alors moi, peut-être 4 points par rapport à ce monde d'après dans le monde de l'éducation. Le premier point qui concerne la gouvernance. On le voit aujourd'hui, malgré des discours qui appellent à co-construire ensemble des solutions. En fait, on est dans un système extrêmement descendant
où le ministre joue une partie de ping-pong avec soit le président, soit le Premier ministre, et fait des annonces dans la presse sans concertation, et est même capable de passer du jour au lendemain d'un discours à un autre. Donc on le voit bien, il n'y a pas de co-construction, ni dans l'éducation, ni avec les organisations syndicales qui représentent les personnels, ni avec les élus. Et on le voit bien avec cette question, par exemple, de la réouverture des écoles au 11 mai, qui a été décidée en haut et qui ensuite doit s'appliquer. C'est-à-dire, on vous donne la date et maintenant sur le terrain, débrouillez-vous pour que le 11 mai, vous soyez prêts, sachant qu'à l'heure actuelle, par exemple, sur le sujet de la réouverture des écoles, il n'y a aucune précision sur un protocole sanitaire ou des modalités d'organisation. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on vit depuis des années, ce système de nouvelle gouvernance, où effectivement, de plus en plus, on va essayer, le gouvernement essaye d'affaiblir les organisations syndicales. Par exemple, c'est le cas dans la fonction publique, puisqu'avec la loi qui est passée de modernisation de la fonction publique, les organisations syndicales ne sont plus compétentes pour s'exprimer sur tout ce qui est mobilité et promotion des personnels. Donc maintenant, les personnels de la fonction publique sont complètement soumis à l'employeur pour tout ce qui est mobilité et promotion, sans droit de regard des organisations syndicales. Donc voilà, un gouvernement qui essaye d'affaiblir ce qui pourrait être un rempart et une défense de ces personnels-là. Ensuite, la question des inégalités, puisque il y a eu tout un discours, notamment du ministre, qui a dit que, par exemple, sur la réouverture des écoles, c'était pour lutter contre ces inégalités, pour essayer de récupérer tous ces élèves décrocheurs. Donc nous, la question des inégalités, vous pensez bien qu'on n'a pas attendu le confinement et le ministre pour travailler dessus. Cette question des inégalités, effectivement, elle est préoccupante en France, elle est problématique. Les écarts se creusent dans notre pays. Notre système éducatif est incapable de réduire ces écarts entre classes sociales favorisées, classes sociales défavorisées. Et donc les écarts se creusent entre les élèves. Pour autant, le ministre, lui, depuis le début, et puis des années de toute façon d'austérité avant lui, ont fait en sorte qu'il y ait un sous-investissement chronique dans le service public d'éducation. Voilà. On se souvient de Sarkozy avec la suppression de 80 000 postes. On se souvient de François Hollande qui en rétablit 60 000, mais avec un contexte d'accroissement et d'un nombre d'élèves beaucoup plus important. Donc au final, le nombre de postes, il n'y est pas, ce qui fait que les taux d'encadrement sont toujours élevés. Il y a toujours beaucoup d'élèves dans les classes. Regardons la situation, par exemple, en métropole des classes. Regardons la situation des collèges et lycées où les classes sont toujours chargées. Donc la question des inégalités, pour s'y attaquer, elle est liée à la question des moyens que l'on met dans l'éducation nationale. Il y a aussi dans l'idée, je crois, de gouvernement et de politique libérale, l'idée de créer une école à deux vitesses. Alors on a tout à fait l'exemple actuellement avec le fameux l'école à la maison. Nous, ce que l'on dit, c'est que l'école à la maison, ce n'est pas l'école. L'école, c'est un lieu où il y a la mixité sociale, où les élèves, ils apprennent ensemble, ils ont une interaction entre eux, ils ont des interactions avec leurs enseignants. Et l'école à la maison, tout seul devant son ordinateur, ce n'est pas l'école. Et on voudrait croire, puisque le ministre nous dit que tout s'est bien passé. Bon, sauf pour 5% des élèves, mais sinon pour les autres, tout s'est bien passé. La continuité pédagogique s'est faite. Sauf que ce n'est pas vrai. Les familles, elles ont fait comme elles ont pu, avec les moyens techniques du bord, avec le temps aussi qu'ils avaient, avec les ressources qu'ils avaient. Et donc, il faut affirmer que ce qui s'est passé, ce n'est pas l'école. Il ne faudrait pas faire croire qu'il y a certes une certaine classe sociale qui pourrait se passer d'école et faire des parcours comme ça individuels avec des très très bonnes plateformes privées. Non, l'école elle a besoin de cette mixité, elle a besoin que tous les élèves ils se retrouvent ensemble parce que l'école ce n'est pas que des contenus d'apprentissage, hein, c'est aussi là où se créent les citoyens de demain. La question ensuite des moyens, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, la question des moyens elle est importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui
On nous dit que nous devons retourner dans nos classes avec des demi-groupes d'élèves. On nous dit qu'il faut faire la rentrée de septembre aussi. Nous, ce que l'on pose comme question, c'est avec quels moyens supplémentaires? C'est-à-dire faire des plus petits groupes de classe, très bien, mais nous n'avons pas les enseignants à l'heure actuelle. Ce qui veut dire que la moitié des élèves auront classe, tandis que l'autre moitié n'aura pas classe. Nous, ce que l'on dit aussi, c'est que nos élèves, ils vont revenir avec parfois dans un état psychologique extrêmement fragilisé. À l'heure actuelle, l'éducation nationale n'a pas en nombre suffisant de médecins scolaires, d'infirmières scolaires, infirmières scolaires aussi, de psychologues scolaires pour prendre en charge ce côté psychologique ou médical des élèves qui peuvent revenir extrêmement choqués, extrêmement perturbés de ce confinement qui a duré plusieurs semaines. La question aussi des inégalités, elle est liée aussi à la question des moyens que l'on met en enseignants spécialisés. Et le gouvernement, que fait-il? Il supprime à la rentrée des centaines de postes d'enseignants spécialisés. Donc, ces enseignants qui pourraient venir en aide et en appui aux équipes pédagogiques, aux enseignants des classes, pour aider justement ces enfants en difficulté à reprendre le chemin des apprentissages, à consolider les acquis. Donc ça, c'est vrai que c'est en total, les discours sont en totale contradiction avec les actes. Et puis, le dernier point, c'est ce qu'a dit l'intervenant précédent, c'est la question des personnels et donc des travailleurs, ceux qui travaillent dans l'éducation nationale. Effectivement, qu'il y a des gens qui sont indispensables dans notre pays, qui dépensent leur énergie sans compter, et ce ne sont pas ceux qui ont les postes les plus gratifiants ou les mieux payés. Je prendrai par exemple la question des enseignants du premier degré, qui sont largement sous-payés au regard des situations des autres pays européens. Je prendrai la question aussi de la situation des ATSEM, ces personnels qui aident les enfants de maternelle dans les classes. Donc, ce sont des métiers très physiques où on enchaîne beaucoup d'heures et ce sont des métiers qui sont très mal payés. Et alors, je crois que le pire dans tout ça et ce qui peut faire honte à notre pays, c'est la situation des AESH. Alors, eux, ce sont les personnels qui s'occupent des enfants en situation de handicap dans les classes, donc ils sont en appui des enseignants. Eh bien, ces personnels-là sont payés 500, 600, 700 euros. Voilà ce que l'on propose à des personnels pour accueillir des enfants en situation de handicap dans les classes. Donc là, je crois qu'effectivement, la question des salaires, elle est à revoir de manière urgente dans notre pays. Donc voilà, on peut se comparer vraiment aux infirmières qui effectivement ont des salaires très bas alors qu'ils ont vraiment donné beaucoup lors de la situation actuelle. Et puis la question aussi des conditions de travail. Je crois que l'on n'oublie pas que dans l'enseignement, nous avons vécu un drame à la dernière rentrée avec le suicide d'une collègue directrice en Seine-Saint-Denis, et qui a mis en lumière cette question des conditions de travail et des difficultés que rencontrent de plus en plus d'enseignants et de directeurs aujourd'hui, que ce soit dans le primaire ou même dans le collège et le lycée. Donc, je crois qu'il est primordial de remettre la question des conditions de travail au centre du débat, la question aussi du respect de la santé au travail. Et tout cela, ça va en lien, par exemple, avec la médecine de prévention, puisque en Gironde, par exemple, 2 médecins de prévention pour 16 000 enseignants. Donc, vous apprécierez le degré de protection que l'on peut avoir au niveau médecine au travail. Je crois que j'ai fini. Merci beaucoup, Samantha. Donc, je passe la parole à Sébastien. Oui, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais on ne te voit pas. Oui, vous ne me voyez pas parce que j'ai un problème de flux, donc je diminue ma bande passante en arrêtant la caméra. caméra. Ma caméra. Oui. D'abord, pour commencer, je voudrais rebondir sur les propos de Jean-Marie, parce qu'effectivement, je crois qu'il ne faudra pas lâcher sur cet aspect des choses.
La crise sanitaire que nous vivons, d'une part, était prévisible et était prévue par des scientifiques, des virologues et des grands médecins depuis de nombreux mois. Et l'imminence d'une crise est connue depuis la fin du mois de novembre, puisque le gouvernement chinois a alerté dès cette période-là sur ce qui se passait sur son territoire et sur les conséquences que cela pouvait avoir à l'échelle de la planète tout entière. Premier aspect des choses. Ensuite, on vit, en plus d'une crise sanitaire majeure, une crise économique dont on ne mesure pas, je pense encore aujourd'hui, l'importance et la gravité. Et de la même manière que pour la crise sanitaire, cette nouvelle phase aiguë d'une crise systémique du capitalisme était également prévue et prévisible, puisque un certain nombre d'économistes annoncent depuis des mois l'imminence d'une nouvelle crise qui, avec la crise sanitaire, en fait, la crise sanitaire a été en quelque sorte l'étincelle qui a embrasé la plaine, mais cette crise-là couvait depuis de nombreux mois. Depuis le début de la crise, le gouvernement montre une image déplorable d'impréparation, de tâtonnement, d'hésitation, pour plusieurs raisons. Alors, je ne reprends pas les différents exemples parce qu'on les a tous en tête, hein, que ce soit la question des masques ou des tests, l'annonce de la réouverture des écoles le 11 mai, mais pas pour tout le monde, pas en même temps, et puis ce sera de toute façon sur la base du volontariat, et dans tout un tas de domaines comme celui-là, comme celui, par exemple aussi, que nous avions évoqué dès le début de la crise, de la non-reprise des activités essentielles, où les gens n'avaient pas le droit de se promener. En gros, les gens n'ont pas le droit de prendre un apéritif avec leurs voisins. Par contre, il est souhaitable qu'ils retournent au travail et sur les unités de production. Tout ça, ce sont des contradictions qui apparaissent au grand jour, qui sont palpables et perceptibles par la population. Et on est face à un gouvernement qui est d'abord soumis à des contradictions fortes, parce que la politique qu'il mène et les dogmes libéraux qui sont à l'œuvre dans notre pays depuis plus de 20 ans maintenant montrent là leurs limites à résoudre une crise telle qu'on la connaît. Et puis, le gouvernement développe aussi une stratégie de laquelle nous ne devons pas être dupes. C'est un peu ce que décrivait Samantha à l'instant, c'est la stratégie du choc avec des hésitations et puis une annonce faite qui apparaît comme inéluctable en niant complètement toute concertation, tout débat démocratique pour savoir la façon dont on aurait pu éviter d'en arriver à une telle situation. La première a été l'annonce quasiment dans la même phrase de la fermeture des écoles le lundi 16 mars, mais du maintien du scrutin du premier tour des élections municipales le dimanche 15. Voilà. Personne n'a eu le choix, ça a été comme ça n'a pas pu être discuté. Cette stratégie du choc, elle vise à sauver tout ce qui peut l'être du monde ancien et à poursuivre dans le même temps et même à accélérer des politiques libérales de réduction de la dépense publique et d'ouverture au marché et à la finance de pans entiers des activités humaines. Seulement, le gouvernement est aujourd'hui confronté à... alors, les sondages d'opinion peuvent être d'ailleurs contradictoires sur ça, mais en même temps que l'on vit cette crise, d'abord, il y a une montée forte dans la population de tout ce que Jean-Marie appelait le développement de biens communs, ça paraît évident sur les questions d'hôpital et de la santé. Je pense que ça paraît aussi évident sur les questions de sécurité au travail, sur la question de l'école, où tout d'un coup est apparu, et peut-être d'une manière originale et comme on ne l'avait pas perçu depuis de nombreuses années, ce que produisait l'école en termes de difficultés scolaires et d'inégalités scolaires, l'école et la société. Alors que le ministre de l'Éducation expliquait que tout était sous contrôle et que l'école à la maison répondait à la mission éducative
de l'Éducation nationale, il s'est avéré très rapidement que c'était complètement faux, puisqu'on estime que c'est entre 20 à 30% d'élèves qui, aujourd'hui, ont décroché des enseignements. Et donc, il y a l'ouverture des écoles le 11 mai, répond bien sûr à une demande du patronat économique, mais c'est aussi une demande sociale et c'est aussi un besoin fort éducatif de rouvrir les écoles le plus rapidement possible. Quand je disais que le gouvernement entend garder tout ce qui est possible de garder du monde ancien, on voit bien que il ne revient pas vraiment sur le dogme de la réduction de la dépense publique, seulement celle-ci, puisqu'il y a quand même des dépenses qui vont être inéluctables dans cette situation, celle-ci va être en fait une augmentation de la dette publique, la dette des États, mais aussi la dette des collectivités, puisque en permettant aux États de n'emprunter qu'aux banques, sans faire appel d'ailleurs à la solidarité nationale et internationale, ni envers le système bancaire, ni envers le système assurantiel. On peut citer d'autres exemples. Le plan pour l'hôpital qui a fuité est en fait une aggravation de la libéralisation de l'hôpital public. Sur les questions sociales, les droits des salariés, on voit bien que la durée hebdomadaire du temps de travail est attaquée, les congés payés sont attaqués, les conditions de travail sont également attaquées. Et concernant l'école, on est en fait face à l'accélération de la mise en œuvre d'une école à plusieurs vitesses, puisque telle que se dessine la rentrée scolaire du mois de mai, ce sera en fait l'école de ceux qui n'ont pas le choix, avec les enfants de salariés précaires, de chômeurs, qui ne retourneront pas à l'école et qui sont pourtant ceux qui sont le plus en difficulté et qui donc auraient besoin le plus d'école, des enfants de salariés qui n'ont pas le choix que de reprendre le travail et qui donc, eux, seront dans l'obligation de retourner à l'école, et puis des enfants de catégories socio-professionnelles plus aisées qui trouveront des solutions alternatives au retour à l'école. C'est assez grave de ce point de vue-là parce que la façon dont la rentrée de mai va se passer induira la façon dont l'année scolaire 2020-2021 à partir de septembre se déroulera aussi. Donc il y a une volonté d'accélération d'un projet de société ultra-libéral. Et on est pour autant face à une crise sanitaire, une crise démocratique, une crise économique évidemment et une crise écologique. Nous pensons au Parti communiste que face à cela, il faut engager un débat projet contre projet et qu'il ne faut pas lésiner sur le fait de dire que c'est le système capitaliste aujourd'hui qui est sur la sellette et qui est remis en question en profondeur. Et donc, il y a besoin de s'appuyer sur des aspirations qui sont en train de monter dans la société. Je pense que la question démocratique monte et va monter très fortement. La question démocratique, donc le rôle des parlements, des élus locaux, le rôle des oppositions et des partis, des organisations politiques, mais aussi la question démocratique dans l'entreprise et sur les lieux de travail, et avec des aspirations nouvelles propices à avancer des propositions pour la conquête de nouveaux pouvoirs, effectivement. La deuxième question qui, à mon avis, va nécessiter une montée en puissance et une hausse importante du niveau de proposition des organisations de gauche, c'est la question de l'argent et du rôle de la monnaie. Jean-Marie a très bien expliqué, il y a besoin de démocratiser l'utilisation de la monnaie, puisqu'aujourd'hui, la politique de la BCE est exactement la même que celle qu'elle a eue lors de la crise de 2008 et dont on a vu les conséquences avec une aggravation très importante de la dette des États. Or, la monnaie doit servir à autre chose. Et par exemple, une des propositions que nous formulons, nous, c'est que les 1 000 milliards d'argent que la BCE va produire doivent servir à abonder un fonds de solidarité pour
le développement des services publics et pour répondre à la crise sociale et écologique qui est à l'œuvre aujourd'hui, avec la possibilité pour les États d'emprunter directement à la BCE et d'emprunter surtout à taux zéro, voire à des taux négatifs. Il y a évidemment la question dans l'utilisation de l'argent, il y a aussi celle des richesses produites. Aujourd'hui, plus personne ne comprend, si quelqu'un l'a compris un jour, pourquoi les grandes fortunes n'étaient pas soumises à contribution et à la solidarité nationale aujourd'hui, alors que se sont développées des chaînes de solidarité citoyenne à l'échelle de communes, de quartiers, avec l'appui des associations, mais aussi des collectivités et notamment des conseils municipaux, qui ont fait que nous avons pu continuer à faire société. C'est-à-dire que si en gros le pays tient debout, c'est à la fois grâce aux salariés qui ont été obligés de travailler et qui ont accepté de travailler pour répondre à des demandes sociales importantes, santé, se nourrir, se loger, se déplacer, etc. Mais aussi grâce à des chaînes de solidarité qui, à mon avis, doivent perdurer dans les mois et les années qui viennent. Et puis, apparaissent ou réapparaissent de manière originale la question du développement des services publics, la question de la relocalisation de l'économie et de la reconquête d'une indépendance alimentaire, les questions démocratiques, j'en parlais tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de la BCE, mais je crois qu'il faut pointer une structure qui, dans cette crise-là, montre son incapacité à répondre aux besoins, ce sont les ARS, les agences régionales de santé, qui en fait ne servent qu'à une chose, c'est la gestion d'une austérité budgétaire autour du système de santé, et je pense qu'il y a besoin d'inverser complètement le rôle de ces structures en partant des besoins des territoires et ensuite de réfléchir à la façon dont on redistribue les moyens et dont on redistribue les richesses pour répondre aux besoins des territoires. Donc c'est une crise effectivement extrêmement grave et inédite, et l'affrontement politique qui en résultera sera intense et nécessitera pour tout le monde de hisser très fortement son niveau d'intervention et son niveau de proposition à l'ensemble de la société. Nous avons formulé un premier document qui formule un certain nombre de réponses à la crise sanitaire et économique que nous vivons aujourd'hui. Et nous allons produire un second document qui sera une forme de programme pour le jour d'après ou pour le monde d'après, peu importe, mais ce sera, je pense, aussi un document important que nous mettrons en débat en voyant bien qu'aujourd'hui, beaucoup de tentatives existent au travers d'appels avec un certain nombre de signataires de construire du commun, de construire des démarches politiques communes. Il me semble et il nous semble que cette construction ne doit pas se faire autour d'un moins-disant commun à l'ensemble des organisations, mais bien autour d'une confrontation de propositions et de projets pour répondre à des enjeux qui sont d'abord planétaires et continentaux. C'est-à-dire que la question européenne ne peut pas être, à mon avis, passée sous silence, mais aussi des réponses nationales, que ce soit en termes de propositions, mais aussi de perspectives de changements politiques réels dans notre pays. Voilà. Merci Sébastien. Alors ce que je vous propose, c'est rapidement peut-être 10 à 15 minutes d'échange entre nos trois invités avant de passer à un échange beaucoup plus général avec l'ensemble des invités ici présents. Est-ce qu'il y a une réaction éventuelle de Jean-Marie ou de Samantha ou de Sébastien aux interventions des deux autres invités?
je- moi, je n'ai pas grand-chose à dire parce que bon, les trois interventions se complètent assez bien. Moi, j'ai noté qu'il y a un point commun entre les trois, à savoir que la question du travail est essentielle. Hein, je crois que tous les trois, nous l'avons souligné, en termes de répartition de la richesse, de droits sociaux, de conditions de travail, d'emploi, en termes de lien avec une économie non productiviste, donc le sens du travail, hein, et puis en termes d'introduction de rouages démocratiques au sein des entreprises. Bon, point commun aussi sur les services publics, bien entendu. Je dirais juste un petit mot pour nuancer le propos qu'a tenu Sébastien sur le rôle des banques centrales dans la période actuelle pour le financement. Les banques centrales, de mon point de vue, dans la période actuelle, ne font pas tout à fait ce qu'elles ont fait en 2008. Bien sûr, elles ont une trajectoire néolibérale qui n'est pas remise en cause, mais les banques centrales, et notamment la BCE, hein, sont en train d'élargir progressivement, chaque jour un peu plus, le périmètre de ce qu'on appelle dans notre jargon le refinancement des banques ordinaires. Et il suffit même de ne serait-ce que de lire la presse d'aujourd'hui pour se rendre compte que toutes les banques centrales du monde, enfin les grandes, hein, que ce soit la Réserve fédérale, que ce soit la Banque d'Angleterre, la BCE et la Banque du Japon, qui annoncent que bon, elles vont refinancer, elles vont racheter des titres, pas simplement des obligations publiques, mais des titres émis par des institutions non bancaires, et des titres qui peuvent être émis par des grandes entreprises et voire des billets de trésorerie par les entreprises. Donc, c'est l'annonce de la Banque du Japon aujourd'hui. Donc, bref, le périmètre de refinancement, parce que la crise est émergée, le périmètre de refinancement est en train de s'élargir progressivement. Ce qui montre bien que ça fait 2 assiettes, le, t'as pas faim. alors, on est plus à parler là, pardon. Le périmètre est en train de s'élargir tellement que finalement, je pense que il va être beaucoup plus difficile de nous dire, de nous objecter que les banques centrales ne peuvent être que prêteurs en dernier ressort pour le système bancaire stricto sensu et qu'elles ne peuvent pas être prêteurs en dernier ressort pour l'État ou les collectivités publiques. Et donc, cette question que je considère comme essentielle ne peut plus être évitée. Et donc, je pense qu'il faut saisir l'occasion de l'évolution du discours et de la pratique des banques centrales, qui n'est pas tout à fait le même que celui d'il y a 10 ans, pour justement enfoncer le clou. Merci Jean-Marie. Est-ce que... Ça là, ça marche pas. attendez, vous vous inscrivez hein, pour prendre la parole et vous inquiétez pas, je vous donnerai la parole. Vous le faites sur le chat et sur le document conversé. Est-ce que Samantha ou Sébastien, vous souhaitez réagir? Non, ça va pour moi. Non. Enfin, je partage ce que vient de dire, la précision que vient d'apporter Jean-Marie. D'ailleurs, le dispositif de l'État d'aide à la relance économique tient compte de cette modification de politique du système bancaire, mais sans l'interpeller, évidemment. C'est-à-dire que, par exemple, les aides du plan État-région, alors il y a évidemment les avances de trésorerie, etc., qui peuvent jouer un rôle important, mais par exemple, le prêt de 5 milliards d'euros de l'État à Air France n'est accordé qu'à partir de conditions de restructuration, en fait, de l'entreprise et de licenciement. C'est-à-dire que le prêt bancaire est utilisé là, y compris par le gouvernement français, pour accélérer ou pour mettre en œuvre des politiques qu'ils n'ont pas pu faire jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que alors c'est une grande entreprise, mais ça va être aussi le cas aussi pour le tissu de PME et de TPE. Pour l'instant, si on n'est pas en capacité de faire monter des exigences de conditionnalité à ces prêts, de maintien de l'emploi et des salaires, de développement de l'activité à partir de réponses aux besoins de la société, ce seront d'autres critères qui seront mis en œuvre et ce seront ceux de l'asservissement de l'économie tout entière au capitalisme financiarisé avec un accroissement de la dette, y compris pour le tissu
des PME et des TPE qui bridera les capacités d'investissement alors qu'il y en aura énormément besoin, que ce soit pour le public et pour le privé, dans les mois qui viennent. Merci Sébastien. Donc je passe la parole à Galaxy Tab S2. Alors je ne sais pas qui il y a derrière, mais il va se manifester. J'active son micro. Est-ce que Galaxy Tab S2 est toujours présent? Oui, je suis présent, oui. J'ai pas demandé la parole. Ah bon, mais c'est parce que vous aviez levé la main. Donc je baisse la main et c'est bon. Et je baisse la main aussi pour Daniel qui va rentrer dans le cadre classique pour demander la parole. Donc Alain Blanc. Oui, je sortais le micro, excusez-moi. Oui, bonjour. Donc Alain Blanc, je fais partie de Gironde en transition. J'avais une question à poser. Vous avez bien parlé au niveau du travail, des salaires, des conditions de travail, mais on n'a pas beaucoup entendu quelle est la finalité du travail, pourquoi travaille-t-on? Et pour moi, se pose la question de la relocalisation, bien sûr, de la fabrication de certains, comme on a vu, les médicaments, la relocalisation de l'alimentation, mais aussi, et c'est là que intervient la finalité du travail, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter certaines industries, en particulier l'industrie de l'armement, de l'aviation, de l'automobile, enfin, etc. La liste me paraît très, très longue, qui vont pas dans le sens de l'intérêt général, mais plutôt dans le sens de l'intérêt financier. Et dernier point, au niveau de la formation, puisqu'on voit que de toute façon, dans tous les cas, il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître, ou des métiers qui existent mais qui ne sont pas, pour lesquels il n'y a pas assez de personnes, par exemple l'éducation, la santé, l'agriculture. Il va donc falloir lancer un programme de formation très important et surtout, à mon avis, recycler, si je peux employer ce terme, des gens qui travaillaient dans par exemple des industries polluantes, les former pour qu'ils puissent faire un autre job qui serait pour l'intérêt général. Voilà, j'ai fini, merci. Merci Alain. Je passe la parole à Daniel qui semble avoir demandé la parole. Oui, je te remercie beaucoup, Dominique, et surtout, je te remercie d'avoir été à l'origine de l'organisation de ce débat télématique, moi, que je trouve génial. Alors, il y a 2-3 points qui ont attiré mon attention. Je vais être très bref, hein, je te rassure. D'une part, quand tu as introduit notre réunion, tu as évoqué l'incertitude. Or, le capitalisme est dirigé par un certain nombre de personnes. Vous les appelez la classe capitaliste, l'oligarchie. Daniel, on t'entend mal. Ah, alors je vais mettre peut-être un peu plus de sauce au niveau du micro. Pour mettre de la sauce au niveau du micro, je peux mettre un peu de sauce au niveau du micro, ce n'est pas un problème. Ici, je vais mettre voilà, le micro. Ben, je vais le mettre plus fort, ça va mieux? Oui. Bon, voilà. Alors donc, ce que je disais, c'était qu'effectivement, dans ton introduction, il y avait l'idée de cette idée d'incertitude qui allait devoir effectivement être affrontée par l'ensemble des travailleurs dès lors qu'on sait qu'après cette pandémie, ça ne sera plus exactement comme avant. Et donc, il y a ensuite un certain nombre d'interventions qui ont abondé dans ce sens, mais il faut voir tout de suite que l'oligarchie, la classe capitaliste, a pour objectif premier de réduire l'incertitude, que ce soit en réduisant la dispersion du vivant à travers les OGM, etc. Donc, la réduction de l'incertitude, la question a été posée de manière explicite dans les conférences Macy dans les années 40, entre 40 et 50, à New York, se sont réunis des scientifiques de différentes disciplines et ils ont mis en œuvre un dispositif qui s'appelle la cybernétique sociale. Et la cybernétique sociale, ça repose sur l'information. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui des téléphones portables, que nous sommes écoutés, etc., etc. D'ailleurs, notre réunion, on pourrait l'appeler le parloir de Guantanamo, si on voulait être un peu dans le contexte de l'humour. Ensuite, Jean-Marie a très bien parlé de la notion de systémique. Ça revient sur cette idée
justement de contrôle social et de cybernétique. Et le cœur de la problématique pour le capitalisme, c'est le management. Quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, les capitalistes ont analysé l'irruption de la colère populaire comme une faute de management. Et ils sont en train de reprendre les choses en main. Ensuite, effectivement, Samantha a très justement évoqué l'école parce que c'est le début, la mise en place de l'ingénierie sociale qui est au cœur même de la domination, parce que le capitalisme est un système de domination, c'est le système le plus moderne. Bon, il y a eu le servage, l'esclavage, etc. Mais le capitalisme, c'est le système moderne de domination. Et dans les années 40, les conférences Messie ont mis au point ce système de cybernétique sociale dont la mise en œuvre ne cesse d'aller de l'avant. Et enfin, Sébastien a parlé de la stratégie du choc, ben c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, quelles que soient les visions complotistes qu'on peut avoir autour de cette pandémie, moi quand j'étais au service militaire, j'avais comme étudiants des engagés qui étaient dans le NBC, nucléaire, biologique, chimique. Bon, donc je connais un petit peu la question, mais ça me mènerait trop loin. Mais disons que cette stratégie du choc a pour objectif de maintenir le management, c'est-à-dire de maintenir la domination du capital sur le travail. Et donc nous, si on veut faire bifurquer cette orientation générale, si on veut justement penser l'avenir et pas seulement le penser, mais également l'agir, eh bien nous allons devoir nous mettre au travail. Mais là, je pense que cette petite réunion, quand même petite, il y en a quand même 45, 43 maintenant, mais donc ça, je remercie Dominique et l'ensemble des personnes qui ont contribué à cette organisation. C'est très enrichissant et très intéressant. Merci beaucoup. Merci Daniel. Alors, il y a une question qui a été posée par Jean-Pierre. Pouvez-vous me dire si le syndicat des enseignants travaille avec la mairie de Bordeaux concernant l'ouverture des établissements scolaires? Est-ce que tu as des informations, éventuellement, Samantha? Je crois que Samantha a quitté la réunion. Hein. Merde. Non, non, pas du tout, je suis là. Je suis là, le temps de réactiver. Ok, ça marche. Alors, par rapport à la mairie de Bordeaux, en fait, non, il n'y a pas eu On n'entend pas bien, Samantha. Il y a un écho terrible, Samantha. Puisqu'en fait, nous sommes… Oui, vous m'entendez? Là, ça va mieux. Est-ce que ça va mieux, là? Oui. D'accord. Donc, en fait, non, il n'y a pas eu de contact direct parce que ce que l'on attend là depuis le début, c'est un cadre et un protocole national qui nous permettent ensuite de décliner au niveau local. Donc, pour l'instant, tout contact est complètement inutile puisque nous ne pouvons pas construire les conditions d'une réouverture des écoles aux élèves à l'heure actuelle. Vous avez peut-être entendu le Premier ministre cet après-midi. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est flou. Le cadre n'est pas posé. En revanche, je sais que le directeur académique donc des services de l'éducation nationale, l'inspecteur d'académie qui gère le département, a pu échanger avec les maires de la métropole, mais là aussi, de toute façon, on est quand même dans l'attente afin de pouvoir organiser à l'échelon local les choses. Et tout cela avec un déconfinement qui prend fin le 11, donc un retour de tous les personnels le 11, pour un accueil qui potentiellement pourrait démarrer le 12. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même un problème de calendrier. Alors, apparemment, il y a une autre préoccupation, une question. Mais Luc, puisque tu es là, à moins que tu n'aies pas de micro, tu pourrais éventuellement expliciter, je dirais, l'expression de ta question, puisque tu dis en gros, je suis angoissé par la situation internationale qui surplombe la discussion actuelle. Luc, tu es là? Bon, Luc a quitté son… Je vois son bureau, mais il n'est pas là. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Oui, j'ai une question. Vas-y. Donc, Jean-Pierre Clément, Toulouse. On a écrit récemment un petit document sur la situation de l'aviation, de l'aéronautique à Toulouse en particulier, puisque à Toulouse et le département, ça représente actuellement 110 000 emplois. Alors, la question a été posée précédemment de la relance de l'industrie automobile, de l'industrie aéronautique. Il est clair que pour l'aéronautique, la question ne se pose même pas. Toutes les compagnies ont les avions au sol.
à commencer par Air France, en fait, toutes les compagnies dans le monde actuellement ont les avions arrêtés. Donc, c'est une branche d'industrie qui est directement sinistrée, qui va avoir d'énormes problèmes. Il y a déjà des licenciements annoncés des différents côtés, hein, aussi bien dans les compagnies aériennes que dans les filiales Airbus pour le moment. Airbus, pour le moment, c'est en stand-by, mais ça ne va pas durer très longtemps, cette situation, d'autant qu'il n'y a pas de reprise envisagée, il suffit de lire la presse économique là-dessus, avant au minimum 2-3 ans du trafic aérien, si pour autant il doit reprendre un jour. Ça pose un problème social énorme à très court terme, qu'il va falloir envisager. Et là, je me retournais vers Jean-Marie Haribé, peut-être plus directement, parce qu'il y a eu des suggestions, plutôt des réflexions de philosophes et tout là-dessus. C'est qu'il est clair que dans bien des domaines, on va devoir réviser nos outils industriels, réviser leur utilité. On en a parlé pour l'armement tout à l'heure, mais c'est dans tous les domaines que ça va se poser, ce problème-là. Mais ça, il faut du temps. On ne va pas pouvoir le faire du jour au lendemain. Et en attendant, il faudra bien que les gens vivent ou survivent, parce que c'est un vrai problème social derrière ça qui s'annonce. Hein, parce que pour le moment, on est dans des situations où ce n'est pas comme aux États-Unis, on bénéficie quand même de matelas par le biais du chômage partiel. Hein, je vous rappelle, à Air France, une grande partie du personnel est à 10% ou 20% d'activité, c'est-à-dire peanuts, c'est un jour par semaine ou une demi-journée par semaine. Donc, c'est compensé par le chômage partiel, mais ce problème-là va se poser. Donc, il y a une suggestion et qui ne me semble pas inintéressante à envisager. C'est l'affaire du revenu de base qui était sur le tapis des dernières campagne présidentielle. Mais revenu de base, la suggestion, c'est de mettre en place un revenu de base pour les citoyens européens qui vont se trouver dans cette situation-là et se donner le temps, pour 10 ans, la suggestion, c'est de mettre ça sur 10 ans, et de se donner le temps, pendant ce temps, de revoir nos outils industriels, revoir nos finalités et refaire du commun à partir de tout ça aussi, parce qu'il faut bien effectivement reprendre là-dessus l'initiative sociale de ces outils industriels. Voilà ma question. Jean-Marie, puis peut-être une réaction de Sébastien aussi sur ces questions. Oui, je vais bien dire quelques mots. Bon, merci là pour ces questions, remarques, plus que questions d'ailleurs, interventions. Alors, je rebondis là sur la dernière, effectivement, qui rejoint la première, c'est-à-dire qu'on a à penser le contenu de ce que l'on peut considérer comme activité essentielle dans une phase de transition. Parce que, comme vient de le dire Jean-Pierre, on ne va pas, en claquant dans les doigts, modifier avec un coup de baguette magique tous les systèmes industriels en même temps. Et ça rejoint la question des finalités du travail, sur lesquelles, effectivement, tout à l'heure, je suis allé très très vite, mais dans la précision que j'ai apportée, je disais que si la question du travail était essentielle, c'était aussi parce que ça permettait de faire un lien avec les perspectives d'une économie non productiviste, répondant à tous les besoins sociaux tout de même. Alors, je pense qu'il y a aussi une leçon de la période que nous venons de vivre, c'est qu'un matin, on a appris que dans la journée, Michelin était capable de transformer ses chaînes de production de pneumatiques en fabrication de masques. On a appris la même chose pour LVMH, qui au lieu de produire des sacs en cuir de luxe, pouvait tout d'un coup, dès le lendemain, se mettre à produire des masques. Ce qui veut dire que la transformation des chaînes de production, et plus largement des systèmes productifs industriels, n'est pas une vue de l'esprit. Elle est possible, mais évidemment, il y a des secteurs pour lesquels cette transition sera beaucoup plus longue à opérer. C'est pour ça que je pense que la transition vers une économie sociale, écologique, va être longue. Ça, je l'ai toujours pensé. C'est ce qui me faisait être relativement critique, non pas sur le constat, mais sur les objectifs des penseurs de la décroissance. Je pense que les penseurs de la décroissance ne pensent pas la transition. Or, c'est cette transition-là qu'il nous faut penser. Et pour certaines activités, ça va être long. Et donc, ça va demander un accompagnement et de deux manières, en termes de formation et en termes de partage du travail qui reste à accomplir. Et donc, je pense qu'il ne faudra pas lâcher la question de la réduction du temps de travail, même dans cette période qui s'annonce, nous dit-on, comme très difficile. Hein. La réduction du temps de travail, dans la mesure où il faut assurer la transformation de systèmes
de système industriel en nouveau système industriel va s'accompagner de fermetures peut-être d'entreprises qu'il faut programmer, mais programmer de manière pensée à l'avance, de manière anticipée. Et donc, la réduction du temps de travail pourra jouer un rôle dans cette perspective-là. Et non pas, comme l'a clamé il y a 15 jours le président du MEDEF, M. Geoffroy Roux de Bézieux, qu'il fallait augmenter le temps de travail et peut-être même cette année supprimer les congés payés. Bon, pensez bien que si cette mesure-là était adoptée, il y aurait des craintes à avoir pour les années suivantes. Et je pense que si le déconfinement s'amorce un jour prochain, une semaine prochaine ou un mois prochain, à la rentrée en tout cas, je pense que la question de la réforme de l'assurance chômage sera essentielle, dont il faudra se ressaisir, et la question des retraites, qu'il est possible qu'on nous remette dès la rentrée, il faudra être sur le pied de guerre, si je peux dire, pour repartir à la bataille sur cette question-là et l'intégrer dans le cadre d'une conception de la transformation à opérer. Est-ce que le revenu de base peut être une solution pour accomplir cette transition? Si l'on dit que le revenu de base, que tous les citoyens ont droit à un revenu, le temps qu'ils ne puissent pas accéder à un emploi qu'ils souhaitent ou le temps de transition entre deux emplois, ce revenu de base-là a toute sa légitimité. Mais s'il s'agit de nous refourguer, pardonne-moi l'expression familière, de nous refourguer l'allocation universelle sous ce nouveau vocable, là je pense qu'il y aurait un grave danger parce que c'est la protection sociale dans son ensemble qui serait menacée. On ne peut pas envisager de verser une allocation universelle à un niveau décent, sinon elle n'a pas de sens, à un niveau décent, en plus de la protection sociale actuelle qui, vous le savez, recouvre environ 700 milliards d'euros par an en France. Donc si une allocation universelle devait être créée pour avoir une ampleur presque à la hauteur de celle de la protection sociale, alors je ne pense pas que nous soyons en mesure de financer cette chose-là, d'autant que se dresse là derrière une autre question, c'est est-ce que chacun a le droit peut prétendre à occuper un emploi pour s'insérer totalement dans la société pour ne pas qu'on s'achemine vers une société qui serait fracturée une fois sur un domaine de plus qu'il ne l'est déjà, entre ceux qui peuvent s'insérer dans toutes les sphères de la vie sociale et ceux qui seraient exclus de l'une d'entre elles et qui n'est pas mince, qui est celle du travail, qui permet justement de s'insérer. Et donc, je pense que le revenu de base descend pour tous ceux qui sont entre deux emplois ou qui ne peuvent pas accéder à un emploi, et pour tous les jeunes de 18 à 25 ans qui n'ont pas accès au RSA à l'heure actuelle, sauf cas très particulier, oui, mais que ça ne soit pas l'occasion de repartir dans cette illusion foncièrement dangereuse pour la protection sociale de l'allocation universelle ou de revenu universel versé aveuglément à tout le monde, riche comme pauvre, et puis pour solde de tout compte, peut-être si vous êtes malade ou si vous êtes âgé. Si j'ai une minute de plus, j'en profite pour dire qu'il y a dans la question monétaire un nouvel objet de discussion qui est apparu ces derniers temps, c'est la monnaie hélicoptère. Pour le dire vite, parce que je ne veux pas non plus monopoliser le micro, pour le dire vite, si la monnaie hélicoptère consiste à faire en sorte que les banques centrales peuvent financer directement les États, bon, il n'y a pas de grande différence avec ce que je disais tout à l'heure. En revanche, s'il s'agit de verser sur la tête des gens, donc aux consommateurs en quelque sorte, une somme d'argent ponctuellement ou même périodiquement, ça n'a strictement aucun sens si dans le même temps la transformation des structures productives ne va pas de pair. Distribuer comme ça de la monnaie sans qu'il y ait une transformation du système productif capable de répondre à ce gain de pouvoir d'achat, eh bien, je pense que ce serait une fausse solution. Merci. Sébastien ? Oui. D'abord, sur la première partie de l'interpellation de Jean-Pierre, oui, il y a nécessité de transformer et de réorienter
notre système de production. Et comme le dit Jean-Marie, ça nécessite d'ouvrir en grand une phase de transition qui d'ailleurs, même si c'est une phase de transition, n'empêche pas des ruptures avec des choix qui ont été faits depuis de nombreuses années. Mais ça nécessite effectivement du temps, ça nécessite de l'argent, et le rôle de la monnaie et du crédit peut être décisif. À mon avis, il le sera de toute manière, et aussi de retrouver un État stratège sur le plan industriel au travers de l'utilisation de la monnaie et du crédit, mais aussi de la socialisation d'outils de production qui peut passer au travers de nationalisation, mais pas seulement, en tout cas une démocratisation importante des choix qui sont faits par les entreprises avec la possibilité pour les salariés de discuter, y compris des modes de gestion à l'intérieur de l'entreprise. Jean-Pierre parlait de l'industrie aéronautique. On peut aussi parler de l'industrie automobile. J'étais ce matin dans une réunion avec les salariés de Getrag Blanquefort sur le devenir du site de Blanquefort, où il y a encore plus de 1000 salariés, puisque les salariés sont naturellement assez inquiets de la stratégie de Ford de quitter le territoire européen sur le plan de la production. Et ils portent un projet, puisque à Blanquefort sont fabriquées des boîtes de vitesse, pour la Ford Fiesta notamment, et eux, ils portent un projet de développement de voitures hybrides ou de voitures électriques, et donc demandent des moyens à Ford et à Getrag pour pouvoir développer un outil de production qui permette de développer de tels systèmes de boîtes de vitesse qui permettraient d'abord de maintenir une industrialisation, et la question de la relocalisation de l'industrie avec la crise qu'on est en train de vivre se pose de manière aiguë, mais également la transformation d'un certain nombre d'outils, notamment de nos modes de déplacement, avec un développement de voitures hybrides ou de voitures électriques qui, évidemment, n'est pas entièrement satisfaisant sur le plan écologique, mais qui est l'état de là où on en est aujourd'hui et de ce qu'on est en capacité de faire au regard de la recherche. Et d'ailleurs, il y a également, à mon avis, à développer un certain nombre de propositions et d'exigences sur la reconquête d'une recherche publique au plan français, mais aussi au plan européen. On a vu dans cette crise qu'effectivement, il était possible de modifier des chaînes de production assez facilement pour fabriquer des masques. Et en même temps, on voit bien aussi que tout le monde ne joue pas le jeu. L'usine Hermès de Nontron, en Dordogne, continue à fabriquer des sacs à main. Enfin, elle continue à partir d'aujourd'hui, je crois, ou d'hier, ils ont rouvert. Ils continuent à fabriquer des sacs à main parce que personne ne leur a demandé de fabriquer des masques ou des blouses ou des outils indispensables à la protection, par exemple, des personnels soignants. Et personne ne leur a demandé, et pour être sûr que personne ne leur a demandé, ne leur demanderait, Hermès a dit, de toute façon, on va refuser de demander, on va refuser les aides de l'État. Et quand on y regarde de plus près, ils n'ont aucune raison d'accepter ou même de demander des aides de l'État parce que le marché du luxe n'a quasiment pas baissé depuis 6 semaines, baisse de 7% à peine. Le marché automobile, c'est 50% au plan européen. Mais en plus, depuis plusieurs semaines, leurs salariés sont au chômage partiel. Ce qui m'amène à la deuxième question. Je partage entièrement ce que vient de dire Jean-Marie. Et le débat autour du revenu de base va être un débat aigu à gauche. En tout cas, il l'est déjà. Et je pense qu'il faut dépasser un peu les termes et les mots pour regarder ensemble ce qu'on attend de cela. S'il s'agit d'offrir une sécurité de revenus et de formation tout au long de la vie, évidemment qu'un revenu
qu'un salarié privé d'emploi peut prétendre à un revenu qui lui permette d'avoir une existence digne, et y compris sans forcément de baisse de salaire, dans le temps où il est en reconversion, en formation ou en recherche d'emploi. Mais derrière le terme de revenu de base, il y a un peu tout qui se cache, et notamment ce que dénonçait Jean-Marie, c'est-à-dire une allocation de base qui, dans la situation économique dans laquelle on est aujourd'hui, ne serait pas au niveau de ce à quoi les hommes et les femmes de ce pays pourraient prétendre pour vivre dignement. En tout cas, moi, je ne vois pas comment ce serait possible, mais en plus, alors qu'on a aujourd'hui un système du salariat avec un salaire versé par l'employeur, et dans ce salaire, une part de cotisation, l'allocation ou le revenu de base tel qu'il est imaginé par certains serait une inversion de ça. C'est-à-dire que ce serait l'État et l'argent public qui offriraient à tout citoyen un revenu de base, et l'entreprise ou le patron ne verserait que le complément de revenu, avec un accroissement évidemment important de bénéfices pour lui, et sans qu'on ait, en tout cas moi, sans que j'ai été particulièrement convaincu par les mécanismes au travers d'impôts sur les sociétés ou de redistribution des richesses qui permettraient une élévation continue de ce revenu de base, et qu'au final, on arrive à récupérer les richesses produites. Parce que le cœur de la question, c'est quand même celui-là. À quoi servent aujourd'hui les richesses produites par l'ensemble des salariés au travers du monde? Aujourd'hui, il y a une phase d'accumulation et de suraccumulation financière qui fait qu'une part de ces richesses disparaît complètement et se volatilise, et une autre part ne sert pas l'intérêt général. Donc c'est surtout la question de l'utilisation des richesses produites et l'élévation des droits et des conditions de vie et de formation des salariés qui serait importante. Je termine sur un point. La transition écologique et sociale que je crois nous appelons tous ici de nos voeux va nécessiter une transformation profonde de l'éducation et de la formation initiale, parce qu'elle nécessite une élévation très importante du niveau de connaissance de l'ensemble d'une classe d'âge et des futures générations. C'est pour ça qu'il y a besoin d'écoles, et cela va à l'encontre du projet du gouvernement, et notamment de Blanquer, d'une école à plusieurs vitesses, avec des jeunes qui sortent du système éducatif en répondant directement aux besoins, et en tout cas aux attentes du patronat aujourd'hui, avec une partie d'entre eux très peu qualifiés, malléables et corvéables à merci, une partie d'entre eux formés en capacité d'occuper un poste dans les chaînes de production, d'exécutants, et puis une partie qui poursuit des études et qui sera en capacité d'organiser, de réfléchir, etc. Les mutations du travail aujourd'hui montrent bien que même une fonction d'exécutant nécessite un niveau de connaissance très élevé. On n'est plus dans les années 50 où, dans un bon nombre de secteurs, des salariés, on ne leur demandait que d'exécuter une tâche, et puis, pendant un temps donné, on leur donnait un salaire, etc. Aujourd'hui, il y a besoin de réfléchir au sens et à l'organisation de l'ensemble de la chaîne de production, et donc du travail qu'on fournit, et y compris la façon dont on le fait. Voilà. Merci Sébastien. Samantha, 2 mots, ou je passe la parole à Lynn? Je passe la parole à Lynn. Non, tu peux passer la parole. Pour moi, j'écoute. Ok, ça marche. Mais Lynn, pour toi toute seule. Bonjour. Je ne sais plus trop ce que j'ai tellement de choses à dire, mais peut-être je reprendrai sur la question un peu plus précise du revenu de base. C'est pour moi effectivement quelque chose qui est un sujet tout à fait essentiel et important, qui était déjà dans les tuyaux, puisqu'il était inscrit comme une des mesures du plan de lutte contre la pauvreté et la précarité
fin 2018 et qu'il devait venir en débat cette année, je crois, pour voir sous quelle forme il allait être mis en place. Il est évident que celui qui est pressenti par le gouvernement ne saurait être qu'un outil dernière mouture du filet de sécurité tel qu'il a été mis en place au moment des années 80, quand le chômage est devenu difficile à gérer et à compenser au niveau du système des ACDIC, puis ensuite élargi à nouveau par le RSA, et donc maintenant recomposé pour devenir quelque chose d'un petit peu plus large, mais qui ne saurait en aucun cas être quelque chose qui pourrait avoir quelques visées révolutionnaires aucune. Par contre, je pense qu'il y a chez Bernard Friot, dont je ne suis pas une spécialiste, une proposition de salaire à vie qui me paraît tout à fait pertinente et intéressante. Elle ne déconnecte pas cette allocation de la valeur produite et des richesses produites par le travail, au contraire, puisque c'est là qu'elle trouve son financement et pas dans une fiscalité, ce qui effectivement fait quelque chose d'une nature tout à fait différente. Et ensuite, elle va de pair avec effectivement une prise de pouvoir au niveau du mode de production et des outils de production qui me paraissent être tout à fait aussi dans la logique de ce que venait d'exprimer le précédent orateur. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui serait intéressant de pouvoir porter et de porter plus largement, avec aussi tout ce qui va avec, parce que le revenu, c'est une chose, mais aujourd'hui, quel montant il faut pour pouvoir s'en sortir? C'est tout à fait impressionnant. La politique du logement, si on ne s'attaque pas à la politique du logement, je veux dire, ça ne sert à rien de s'occuper des revenus, j'ai envie de dire. Il faut aussi avoir des dispositions, donc sur je pense, le chapitre des biens communs par rapport à la socialisation des biens communs en termes de politique du logement. Et je pense que si cette situation-là, aujourd'hui, ne nous permet pas d'entrer dans une démarche de véritable rupture révolutionnaire, on ne l'aura jamais. Je veux dire, c'est désespéré, quoi. Là, je pense qu'on a une marche à franchir. Il faut trouver le moyen d'élargir les rangs sur cette visée vraiment de changement et de rupture totale avec le capitalisme sur des points de force importants et de pouvoir se rassembler là-dessus. Parce qu'il est évident, et je reviendrai un petit peu en arrière sur l'analyse de la crise elle-même, moi je suis sidérée de voir qu'en fait, alors bien sûr, il y a un problème de santé publique, mais ce qui est effrayant, c'est que le problème de santé publique, on a le sentiment qu'il n'est pas celui qui est traité prioritairement dans la situation d'aujourd'hui. Ce qu'on traite, c'est la crise politique qui précédait la crise sanitaire et qui l'a amplifiée. J'ai envie de dire, c'est presque une aubaine. Elle vient là pratiquement permettre au capital de gérer ça comme il veut, de nous mettre dans le creux de sa main, puisque là maintenant on a intérêt à tous à être bien en ordre de marche et à accepter toutes les choses qui vont nous tomber dessus, puisque de toute façon là on ne peut pas faire autrement, quoi. C'est effrayant. Et donc moi je pense que je me demande même si la crise sanitaire elle est à la hauteur de ce qu'on veut nous faire croire, parce que du reste, ça va de pair avec les incohérences et les contradictions permanentes dans les dispositions qui sont annoncées. Et demain, si on veut envoyer les enfants à l'école, en commençant par la maternelle, c'est vraiment ceux qu'on en a le plus besoin, j'imagine, enfin, c'est peut-être mal vu de mon côté, mais c'est juste pour dire qu'en fait, c'est ceux qui ne peuvent pas se garder tout seuls, quoi, qu'on envoie à l'école. Eh ben non, ce n'est pas à l'école, c'est une garderie dans ce cas. Donc dans ce cas, il faut mettre en place, on demande à ce qu'il y ait des garderies de petits groupes bien organisés. Il y a plein d'hôtels qui sont vides, il y a de la place, on peut trouver de la place pour faire des petites garderies, embaucher des gens qui sont capables de faire ça dans des conditions de sécurité. S'il faut vraiment aller reprendre le boulot, on ouvre des garderies, d'accord, mais l'école, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment. Voilà, je m'arrête, il y aurait trop à dire. Merci Lynn. UY10, P10, parce que je ne sais pas qui est le nom derrière. OK? Oui, oui, vous m'entendez? Oui.
Oui, pardon. J'ai pas pris le temps d'inscrire mon nom pour rejoindre la réunion. Je suis Laurent Pérez-Roba, j'habite Carbon-Blanc. Merci à vous pour toutes ces discussions que je trouve fort intéressantes. J'ai eu vent de cette réunion par l'intermédiaire d'un collègue du PC ici sur Carbon-Blanc. Alors moi, j'ai pas forcément Enfin, si j'ai eu une question, mais aussi j'ai deux remarques. La première est liée à l'éducation et au décrochage qu'engendrerait cette crise déjà, et puis cette idée de reprise avec des effectifs réduits et puis une espèce de sélection dont on ne sait pas trop comment elle va s'opérer, sélection d'élèves. Moi, je constate en fait, que le décrochage il existe depuis bien longtemps. Et qu'aujourd'hui, par rapport à cette question de l'adéquation entre l'éducation et puis le monde du travail, et aussi avec la question qui a été abordée du revenu de base, moi je vois qu'il y a, que ce soit sur la commune et aussi dans les établissements scolaires, beaucoup de jeunes qui décrochent depuis bien longtemps et qui, malheureusement, pour un nombre, je ne sais pas si c'est un nombre croissant, mais en tout cas un nombre quand même conséquent d'entre eux, se font happer par des boulots illégaux faciles. Et puis, il semble que ce soit une solution qui soit de plus en plus répandue pour des jeunes publics qui sont les plus fragiles, quoi, par rapport à cette question de l'éducation. Donc, ce n'est pas une question, mais c'est une remarque pour dire qu'on est déjà dans le dur depuis un moment avec ces jeunes-là qui passent au travers des mailles de l'éducation. Ensuite, alors moi je ne suis pas du tout expert en matière d'économie, c'est pour ça que beaucoup des discussions qui ont eu lieu là m'intéressent. Je me rencarde là depuis peu. Bon, c'est aussi l'avantage, tout est relatif, de ce confinement. On a le temps de prendre des informations. J'entends parler de stratégie du choc, et j'ai commencé par ça d'ailleurs. J'ai bien apprécié le documentaire parce que je n'ai pas lu le bouquin de Klein à ce sujet. Et j'ai bien compris le rapport avec notre crise actuelle. J'entends un discours qui est pas complètement négatif par rapport aux banques centrales. Lorsque Jean-Marie Ribet dit qu'il y a des idées nouvelles un peu qui peuvent faire bouger les lignes par rapport aux banques centrales. Et en lien avec l'économie, j'ai cru entendre qu'il n'était pas question, au niveau européen, me semble-t-il, pour des banques centrales de soutenir notamment des entreprises qui profitaient de paradis fiscaux. J'ai lu, pas plus tard que ce matin, je crois, que le Danemark avait soutenu cette initiative et avait donc prêté à des entreprises, mais qui n'étaient pas des entreprises qui profitaient de ces paradis fiscaux. Et puis, il me semble avoir lu aussi qu'en France, eh bien, très récemment, était sorti d'un texte qui avait été préparé dans ce sens, justement cet item de protection dans les paradis fiscaux de certaines entreprises, et que des prêts d'État iraient quand même à ces entreprises-là. Donc ça, c'est une remarque qui n'est pas forcément optimiste. Et là, j'ai une question, toujours dans le sens de l'économie et puis de l'emploi, la question de l'économie sociale et solidaire. J'ai entendu un intervenant tout à l'heure qui était un militant de la transition. J'ai entendu aussi d'autres intervenants parler d'économie locale, de l'intérêt général, de l'anticapitalisme. Je crois que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Et donc, si quelqu'un parmi vous a des informations sur le réel soutien de la puissance publique auprès du champ de l'économie sociale et solidaire, ça m'intéresse. Okay. Merci. Merci beaucoup pour ton intervention. Samantha. Oui, vous m'entendez? Oui.
Donc, c'était pour rebondir par rapport aux deux dernières interventions où il y avait des remarques par rapport à l'éducation que je partage complètement. Donc, la camarade qui disait qu'effectivement, est-ce qu'il fallait réouvrir les écoles ou est-ce que c'était un besoin de garderie. Donc, effectivement, moi, ce sentiment en tant que professionnel de l'éducation, je le partage. Et c'est là où on a un problème avec le gouvernement, c'est-à-dire que nous demandons un discours de vérité. Quel est le véritable objectif de la réouverture des écoles? Pour nos enseignants, un objectif de la réouverture des écoles, ce serait d'accueillir tous nos élèves pour refaire classe ensemble et continuer à avancer et progresser sur le chemin des apprentissages et de la citoyenneté. Très clairement, là, le choix qui est fait par le gouvernement, c'est le choix d'un volontariat. Et un autre discours qui dit qu'il y a une urgence sociale et pédagogique. Sauf que si les parents ont le choix de mettre ou pas leurs enfants, quelle assurance nous avons que tous ces élèves en difficulté, ces élèves décrocheurs, reprendront le chemin de l'école? Et puis du coup, ça affranchit le gouvernement de créer des conditions sanitaires qui mettent tout le monde en sécurité. C'est-à-dire que si les conditions elles sont pas réunies, eh bien ce sera de la faute des municipalités, ce sera de la faute du personnel sur place, et puis de toute façon, les parents ils auront le choix ou pas de mettre leurs enfants à l'école. Donc nous, on est complètement opposés à cette vision-là. Nous, c'est si l'école elle reprend, c'est quand il y aura les conditions réunies pour garantir la sécurité et que tout le monde se sente en sécurité et que donc tous les enfants puissent reprendre le chemin de l'école. Et donc, je rejoins l'intervention sur le fait que s'il y a besoin de garderie, parce qu'il faut effectivement que certains parents repartent de manière urgente au travail, eh bien, il faut le dire. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est une garderie comme on a assuré l'accueil des enfants de soignants, par exemple. Et sur la deuxième chose, sur le décrochage et les inégalités, je crois que effectivement, plus les enfants de toute façon, ils sont éloignés des lieux d'enseignement ou des lieux collectifs, hein, ça peut être des centres de loisirs, ça peut être les colonies, hein, plus les enfants en difficulté sont éloignés de ces lieux-là, et plus les écarts ils se creusent. Et donc, il faut éviter au maximum que les ruptures elles soient sur le temps long. Mais dans ce cas-là, si on se pose cette question, on se pose aussi la question des vacances d'été. Parce que pendant les vacances d'été, il y a des enfants qui effectivement font des activités, qui partent en vacances avec leur famille, et on a des enfants qui passent deux mois entiers à n'avoir aucune activité, à être parfois seuls ou livrés à eux-mêmes ou entre quatre murs. Et effectivement, il faut se poser une question globale sur les temps de l'enfant, c'est-à-dire que tout ne se passe pas à l'école, ça se passe aussi à l'extérieur de l'école, ça se passe dans la ville, dans le quartier. Et donc cette question des inégalités des élèves décrocheurs, elle est globale, elle concerne à la fois l'éducatif, mais aussi d'autres champs de la vie de l'enfant. Merci Samantha. Alors j'ai deux intervenants qui souhaitent prendre la parole. Jean, je suis en train de regarder, de retrouver leur nom. Alain Blanc, pardon. Oui, moi en fait, je voulais revenir un petit peu sur les problèmes d'écologie. Alors j'ai bien entendu ce qui s'est dit sur le revenu universel, mais je pense qu'il y a un paramètre qui devrait obligatoirement lui être associé, c'est que tous les besoins essentiels soient disponibles et gratuits. Par exemple, l'eau, on sait qu'on va manquer d'eau, qu'il y a des périodes où on en manque de façon dramatique et on la gaspille avec des piscines, avec je ne sais trop quoi. Eh bien, il suffirait que chacun de nous ait un quota indispensable pour sa vie, qui soit gratuit, et après que l'eau soit très chère. On pourrait faire la même chose avec l'électricité, avec le gaz, avec Internet, puisqu'aujourd'hui, on voit qu'Internet est quelque chose de très important. Les transports en commun aussi. Hein. Tout ça, ça me semblerait assez facile qu'on ait un quota et qu'après, les prix explosent et que ces prix très élevés permettent de financer toute la partie gratuite. Alors, la seule question qui est un petit peu compliquée là-dedans, c'est pour l'essence pour les voitures, parce qu'on ne peut pas traiter de la même façon le Bordelais qui a des transports en commun
et la personne qui travaille au fin fond de la Gironde, à Bordeaux, et qui est obligée de prendre sa voiture parce qu'elle n'a pas d'autre solution. Voilà. Donc, à part ce point-là qui me semble un petit peu compliqué, je pense que le fait de la gratuité de certains produits nécessaires pour tout le monde me semblerait une avancée sociale. Voilà, merci. Merci Alain. Daniel, 3 mots. Oui, c'est sur le revenu. Vous m'entendez bien? Oui. Bon, le revenu, il y a le revenu minimal ou le revenu de base. Ce n'est pas du tout la même chose. Le revenu minimal, bon, bah, c'est Bernard Friot qui en a parlé, c'est lié à la qualification et ça s'inscrit dans une économie, disons, socialiste. Le revenu de base, c'est autre chose, c'est la bonne hélicoptère. J'ai lu un bouquin là-dessus il y a plusieurs décennies, un bouquin d'économie. Ça me paraît participer disons, du capitalisme le plus brutal parce que ça s'inscrit dans une logique de paupérisation globale. Et c'est bien l'objectif du capitalisme d'aujourd'hui. Un revenu de base, c'est un revenu de misère qui permettra effectivement à une grande masse de gens, qui seront pratiquement tous des pauvres, comme les tickets d'alimentation aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des tickets d'alimentation. Donc cette histoire de revenu de base, moi, ça me fait peur, ça m'inquiète. Par contre, le revenu minimal, tel que le voit Bernard Friot, moi, je suis tout à fait favorable. Ok, merci. Je repropose un petit tour rapide là, de nos invités. Jean-Marie, Sébastien. Je commence. À qui tu donnes la parole? Vas-y, Jean-Marie. Bon, il y a plusieurs questions sur lesquelles on peut revenir très rapidement. Bon, d'abord, je commence par la question du soutien à l'économie sociale et solidaire. La question est très, très intéressante. À ma connaissance, je n'ai pas entendu de choses spécifiques à ce secteur-là, dans le cadre de l'aide au secteur en difficulté pendant cette période, pendant et après cette période de crise sanitaire ou crise plus globale. En tout cas, bon, mais peut-être qu'il y a eu des choses de dites, je ne les ai pas saisies. En tout cas, ça s'intègre dans tous les objectifs de remise à plat des aides sociales pour toutes les personnes et pour tous les secteurs qui sont mis en difficulté pendant cette période et après, en tout cas, mis en difficulté par l'évolution de l'économie de manière générale. Et ça nous ramène à la question du revenu de base universel, inconditionnel ou pas, enfin bref. Bon. Ça demanderait toute une soirée, et même plus qu'une soirée, pour aborder tous les détails de cette proposition, qui est d'abord pas unique et qui est multiple. À ma connaissance, la proposition qu'a avancée le gouvernement avant la crise actuelle de revenus universel d'activité n'avait rien d'universel d'abord, mais était une nouvelle manière de réunifier certains minima sociaux et de les mettre sous condition. Donc il y a une condition, d'après ce qui a été dit à l'époque, il y avait une conditionnalité essentiellement d'acceptation d'un emploi qui serait proposé par Pôle emploi ou par toute autre institution, et le candidat n'aurait pas la possibilité de refuser plusieurs fois un emploi. Et donc le revenu, ce revenu dit universel d'activité n'aurait pas grand-chose d'universel. Bon. Plus généralement, la proposition de revenu d'existence ou universel, qui n'est pas pareille que la proposition d'un revenu de base pour ceux qui sont privés d'emploi ou pour ceux qui sont entre deux emplois ou pour ceux qui, âgés de 18 à 25 ans, sont soit en formation, soit en attente d'un premier emploi, ça n'a pas du tout le même sens. Il y a 2 ans, j'avais coordonné pour les économistes atterrés un livre, et pour la Fondation Copernic, pardon, pour elle, un livre intitulé « Faut-il un revenu universel ?» et nous avions chiffré qu'un revenu décent qui serait destiné à tous ceux qui sont privés d'emploi, qui recherchent un emploi, qui sont trop jeunes pour avoir le RSA, etc., 18 à 25 ans, bon, je ne répète pas ce que je viens de dire, le montant nécessaire pour verser ce revenu décent à hauteur, mettons, de 900 à 1000 euros, qui était à l'époque considéré comme
le revenu minimum d'existence pour vivre, ça a coûté entre 50, 60, quelques dizaines de milliers de milliards. 50 à 60 milliards, 50 à 60 milliards par an. Ça n'a rien à voir avec un revenu universel qui, si vous versez 500 € par personne multiplié par 65 millions d'habitants, ça vous met à plus de 300 milliards d'euros par an. Ça n'a strictement rien à voir, les besoins ne sont pas du tout les mêmes. La question, bon, je vais très vite bien sûr parce qu'on n'a plus trop de temps pour traiter cette question en détail, mais la question du salaire à vie est fondée sur une même erreur théorique, je pense. Bien sûr, ce n'est que mon point de vue, mais je pense que la proposition avancée par Bernard Friot est fondée sur la même erreur théorique que celle des partisans du revenu universel, de l'allocation universelle, du revenu d'existence, etc. C'est-à-dire que dès l'instant où je suis utile à la société, eh bien, je crée le revenu, la valeur du revenu que je reçois. En ce moment, nous nous réunissons là depuis presque 2 heures, et donc pour les partisans du revenu d'existence, et pour Bernard Friot, nous sommes en train de créer de la valeur économique qui va s'ajouter au PIB. Eh bien non, je suis désolé, je le dis de manière abrupte, mais chers amis, depuis 2 heures, nous discutons, et il n'y aura pas de notre part 1 centime d'euro supplémentaire ajouté au revenu national qui pourrait être distribué sous forme de revenu universel. Point barre. Tous les revenus sont directement issus de l'activité productive qui reçoit une validation collective, soit par le marché, soit par décision politique d'apprendre à lire et écrire à tous les enfants dans les écoles, de soigner les malades dans les hôpitaux publics, etc. Et donc les travailleurs qui sont embauchés pour effectuer ces travaux d'éducation ou de soins ont reçu une validation collective qui ne passe pas par le marché, mais qui est d'ordre social et politique, et à ce titre-là, ils ajoutent de la valeur économique qui est distribuable sous forme de revenus. Mais en ce moment, depuis 2 heures, je le répète pour la 3e fois, nous n'avons pas ajouté 1 centime d'euro au PIB. Et donc, nous ne pouvons pas fonder notre réunion où un lien social extraordinaire a été créé entre nous. Nous ne pouvons pas fonder le versement d'un revenu universel sur ce lien social d'une qualité extraordinaire, je n'en doute pas et vous non plus, pour distribuer un revenu d'existence. Donc là, il y a un infondé, un impensé total à la fois des partisans, des théoriciens du revenu d'existence et de Bernard Friot, qui confondent tous ce dont Aristote avait déjà eu l'intuition, à savoir la distinction entre valeur d'usage, en l'occurrence ici depuis 2 heures le lien social que nous créons, et puis la valeur au sens économique du terme. Et donc ne pas faire cette distinction, c'est s'abandonner à toutes les illusions dont s'emparent évidemment tous les tenants de l'idéologie économique dominante, pour lesquels, effectivement, le travail n'a jamais été la source de la valeur économique. Mais si on veut revenir aux sources mêmes de l'économie politique, je crois qu'on a un gros avantage à la fois théorique et pratique et politique ensuite pour un peu regarder de notre œil toutes ces propositions qui sont sans doute miraculeuses dans l'esprit de leurs auteurs, qui partent sans doute d'un bon sentiment. Je n'accuse pas ces auteurs-là de la moindre mauvaise intention, au contraire, mais il faut appeler un chat, ce qui fait qu'il n'y a pas de baguette magique qui crée des revenus miraculeusement. Et je termine en disant que ça permet aussi de répondre à la question qui a été posée sur les biens essentiels qui pourraient être gratuits. Oui, mais attention, la gratuité, ça n'existe pas. C'est la socialisation du coût de production de ces biens dits gratuits. C'est la socialisation du coût de production. La distribution de l'eau gratuite, entre guillemets, pour les premiers usages, tout à fait, c'est une très très bonne idée, mais ça aura un coût dont il faudra prendre en charge socialement l'ampleur. Et donc, la société de transition ne devra pas s'empêcher de faire des arbitrages entre les divers besoins collectifs à satisfaire. On ne pourra peut-être pas à la fois, dans un premier temps, avoir tous les investissements nécessaires pour transformer nos systèmes de transport, transformer nos bâtiments construits et nos logements pour les isoler thermiquement et phoniquement. On ne pourra pas peut-être à la fois modifier tous nos systèmes énergétiques, etc., etc. Donc il va y avoir de telles transformations qui vont mobiliser de tels investissements que des arbitrages collectifs devront être toujours effectués. Il n'y aura pas de
de source miraculeuse, étant donné que le capital est stérile, par définition. Seul le travail produit de la valeur économique nouvelle. On est espace Marx, on peut le dire sans rougir. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Jean-Marie. Sébastien? Oui, je vais essayer d'être court parce que, d'abord pour répondre à la question sur l'économie sociale et solidaire, dans le plan de 73 millions de la région Nouvelle-Aquitaine, d'aide aux entreprises pour aider à la sortie de crise ou à atténuer plutôt les effets de la crise, sur ces 73 millions, je crois qu'il y a 5 millions qui sont consacrés à l'économie sociale et solidaire, donc au soutien à l'économie sociale et solidaire, et au monde de la culture. Voilà. Donc, ça existe. On peut considérer que ce n'est pas satisfaisant, d'autant que l'économie sociale et solidaire est, à mon avis, un pan de l'économie qui apporte des réponses aux questions que pose la crise aujourd'hui, notamment en matière agricole, mais pas seulement, dans un certain nombre de domaines. Pour aller dans le sens de ce que disait Jean-Marie sur le revenu universel, alors je vais mordre le trait, mais si en plus, si au lieu d'être dans une réunion d'Espace Marx, on était en train de jouer un tournoi de pétanque, ça serait encore pire. Parce que là encore, on peut se dire qu'on produit des idées et qu'on en échange, mais je crois qu'une des erreurs est effectivement autour de la question de la valeur. Toutes les activités humaines n'ont pas la même valeur. Et c'est dans l'activité de travail qu'on produit la richesse. Et ce revenu universel, à mon sens, fait courir le risque de déresponsabiliser complètement les entreprises au plan social et écologique, alors qu'on en parlait tout à l'heure sur le plan de la transition, la question de la maîtrise sociale et démocratique des évolutions nécessaires de notre système de production est, à mon avis, une des 3 grandes questions qui se posent à l'ensemble de la société pour le monde d'après ou pour le jour d'après, avec l'utilisation et la répartition des richesses et l'utilisation de la monnaie et du crédit, et donc la conquête de nouveaux pouvoirs. Moi, j'ai du mal à voir le lien entre cette proposition de revenu universel et la question de la conquête de nouveaux pouvoirs, de la socialisation et la démocratisation des moyens de production. Voilà, moi, les 3, à mon avis, grandes idées qui vont permettre de répondre à la crise économique à laquelle nous sommes confrontés et à la crise de civilisation même à laquelle je pense l'ensemble de l'humanité est aujourd'hui confrontée. Voilà, j'ai fait court. Merci Sébastien. Samantha? Elle est toujours là? Oui, allô? Oui, vas-y Samantha. Oui, non, juste pas d'intervention supplémentaire par rapport à ce que j'ai pu dire tout à l'heure pour ma part. Ok. Alors, il y a une dernière demande d'intervention, c'est surtout une question qu'a soulevée Luc Brossard en me disant, un camarade de Toulouse et l'animateur d'Espace Marx Toulouse, qui était très, très interpellé, je dirais, par la situation internationale et les risques potentiels qu'elle développe. Est-ce que quelqu'un souhaite nous donner quelques éléments, sachant qu'à 20 h, on coupe, on arrête malheureusement notre rendez-vous, et sachant que, bien entendu, pour ceux qui voudront poursuivre le débat avec Jean-Marie, pourront le faire jeudi prochain, et dans 15 jours avec Michel Cabane, et je pense dans les semaines qui viennent avec d'autres à l'occasion de l'initiative d'Espace Marx. Donc, Luc, est-ce que éventuellement tu souhaites préciser tes préoccupations? À moins que Luc soit parti. Ben, apparemment, oui, Luc est parti. Donc, on va passer la parole à Daniel, qui désespérément lève la main, mais pour une intervention très courte. Extrêmement brève. Est-ce que le son passe bien? Oui.
Bon, alors en fait, tout simplement, c'est la question de la validation. Le débat entre Bernard Friot, qui n'est pas des nôtres, mais qui pourrait nous rejoindre un jour, et puis Jean-Marie Harribey, c'est un débat qu'il faut effectivement aborder dans une perspective dialectique. Il y a effectivement le problème central de l'économie, ça rejoint aussi les tensions internationales, c'est celui de la validation. Soit on a une validation démocratique du travail, ou disons des activités humaines, qui ne sont pas forcément du travail comme on le concevait au XIXe siècle ou avant. Et puis la validation par le marché. Mais cette validation par le marché, il faut repérer que c'est une ruse des bureaucrates. Parce que quand on parle du marché, on oublie toutes les énormes bureaucraties qui se trouvent dans ces tours, avec de l'acier, du verre, toutes ces tours, ce sont des ruches de bureaucrates qui en fait évoquent le marché, mais qui en fait ont le pouvoir. Et donc c'est dans la validation démocratique de l'activité humaine et dans le retour sur le droit, justement, que ces hommes et ces femmes qui travaillent auront à avoir des ressources qui leur permettront de vivre et même de jouir de l'existence. Tout est là. C'est le problème de la validation qui devrait passer de cette histoire de marché qui est une mystification totale, ce sont des bureaucrates qui sont derrière, à une validation démocratique. Et là, les problèmes internationaux sont liés à ça aussi. Je ne veux pas en dire plus parce qu'après, bon, c'est trop long. Merci Daniel. Il y a Lynn qui souhaitait réagir. Lynn, toute seule. Pensant qu'il n'y aurait peut-être pas d'occasion de reparler, je me suis exprimée par écrit dans la messagerie. Oui, je peux le redire. Je réfute totalement la simulation que vous faites, M. Harribey et M. Laborde, entre la pensée de Friot et le dispositif de revenu universel. C'est pas assimilable dans ces termes. Et quand je vois l'exemple que vous prenez, qui est quand même une caricature par rapport à la pensée de Friot, je trouve que c'est limite malhonnête par rapport à cela. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des débats à venir qui mériteront d'être effectivement en présence de Friot, ce serait fort intéressant. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas spécialiste. J'ai commencé à fouiller le sujet parce que je le trouve très intéressant et que depuis fort longtemps que je me creuse la cervelle, que j'ai milité au PC longtemps, etc., et que je trouve qu'on s'embourbe, je cherche justement comment on pourrait arrêter de s'embourber. Voilà. Et ça me semble peut-être une piste. Voilà. Bien, pour terminer la soirée, puisqu'on a dit qu'on arrêtait dans 1 minute, 3 mots, Jean-Marie, sachant qu'on te retrouve dans 1 semaine, et 3 mots Sébastien et 3 mots Samantha. Bon, Jean-Marie a répondu par écrit. Oui, moi je peux répondre, mais en 3 mots. J'avais prévenu que j'allais mordre le trait, quand même, en parlant de la pétanque. Et on est d'accord pour dire que les objectifs que poursuivent Bernard Friot et ceux de la droite ne sont pas les mêmes. Néanmoins, le fait qu'il y ait des choses tout à fait similaires dans ces deux offres doit nous interroger. Voilà. Samantha, tu veux dire 2 mots? Oui, alors effectivement, moi je suis intervenue de manière extrêmement restreinte sur le champ de l'éducation, mais peut-être du côté des travailleurs, je l'avais dit tout à l'heure, se reposer effectivement la question du revenu, la question des conditions de travail et la question de la valeur du travail. Je crois qu'elle est importante aujourd'hui dans notre société. On le voit, hein, ceux qui ont fait tourner le pays, ce sont les travailleurs les plus précaires ou alors les professions de cadre, mais les moins reconnues au niveau salaire. Donc, je pense que tout est à reconstruire effectivement aujourd'hui avec les mouvements politiques, avec le mouvement syndical, avec la société civile. Donc, voilà. Donc, 3 mots juste, mais je ne veux pas relancer le débat sur la réflexion de Friot et les débats effectivement qui sont réguliers. Hein, on en a y compris organisé sur Bordeaux entre Jean-Marie et Bernard. Je voudrais juste rappeler comment Denis Durand, hier, dans une soirée de formation du Parti communiste, mettait en perspective le fait que la réflexion de Bernard Friot s'inscrivait de manière très positive dans la recherche et la construction
de la sécurité emploi-formation, c'est-à-dire cette proposition qui permettrait du début de la vie professionnelle à la fin de la vie professionnelle, voire à la fin de la vie, de prendre en charge effectivement ou de permettre à chacun de toucher un revenu qui est mais basé sur le fait et toujours basé dans le cadre effectivement du système de cotisation salariale et sociale. Mais comme je n'ai pas envie d'envenimer la situation, mais on va continuer à débattre. Pour ceux qui ont envie d'en savoir un tout petit peu plus et approfondir ces questions, vous pouvez retrouver des interventions des uns et des autres sur le site d'Espace Marx, notamment dans sa vidéothèque, voire par des textes disponibles dans la rubrique propositions d'ouvrages et de textes. En tous les cas, merci beaucoup de votre participation à cette initiative et surtout, rendez-vous pour ceux qui souhaitent poursuivre le débat sur les questions économiques, rendez-vous donc jeudi prochain avec Jean-Marie et puis avec Michel Cabane sous un autre angle de vue dans 15 jours et vraisemblablement pour d'autres initiatives de ce type, dont le prochain bistrot politique d'Espace Marx qui va se tenir à la fin du mois de mai. En attendant, bon 1er mai manifestif sous les formes que vous jugerez les plus utiles pour vous rendre visible et rendre visibles vos revendications et vos attentes sociales, économiques et politiques. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes et un rendez-vous prochain. J'espère qu'on a répondu un petit peu. C'était la première fois qu'Espace Marx organisait une initiative de ce type-là. On va améliorer et j'espère vous retrouver bientôt. Bonne soirée et à bientôt. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous, merci.